Mais ce qui est intéressant dans l'exemple que cite Roland, c'est que pour le grand public qui rêve de faire, ça paraît tout à fait normal. Hitler a gagné au Beaux-Arts, je ne sais plus quoi, non, il est parti, enfin il y en a plein comme ça, il y a aussi celui d'Eric Schmidt. Hitler, globalement, n'a pas fait sa carrière, mais garde quand même des traits de raciste. Or, quand on regarde, bien entendu, je suis un opposant ferme à Hitler, mais ça ne tient pas plus la route de dire ça que de dire on aurait gagné à Waterloo. Quand on analyse un petit peu les biographies récentes sur Hitler, qui pour une fois donc, ne faut pas que se citer, mais sont fondées sur beaucoup d'archives qui ont été ouvertes depuis 20 ans, on se rend quand même bien compte que le caractère des doctrines d'Hitler, en particulier chez lui-même, s'est forgé plutôt juste après la Première Guerre mondiale que plutôt, comme on veut nous le faire croire, dans les années 1910-1913. Autrement dit, ces points de divergence qui ont longtemps fait fantasmer de il aurait réussi ou pas réussi aux Beaux-Arts et ça aurait changé le monde. Non, je crois que le point le rêve de fer, en fait, après la Première Guerre mondiale, si je me rappelle bien, il est mort aux États-Unis. Je crois que c'est pas après la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui fait changer la psychologie d'Hitler, le plus fondamentalement, c'est la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est ça. Ce que je dis, c'est-à-dire que de bouger la vie d'Hitler, globalement, si on écoute bien les biographes modernes, je ne sais pas une conviction personnelle, mais bouger la vie d'Hitler globalement avant 1922-23 ne veut pas dire qu'on va retrouver un Hitler avec des traits de caractère aussi marqués que celui qu'on a connu. Je crois qu'il arrive aux États-Unis en 21, comme ça, après avoir en fait, le but de la brasserie a totalement échoué et l'Allemagne est devenue communiste. Donc lui, ne pouvant pas rester, pour ainsi dire, dans une Allemagne communiste, d'ailleurs, tout le trait du bouquin par rapport à l'empire de Sein, avec les espèces de penseurs qui contrôlent la foule, il y a l'image du commissaire politique. Alors il y a même droit à la fin d'ailleurs à une analyse d'un professeur qui parle justement du truc en disant bon, certains ont pu y voir un trait de racisme par rapport aux juifs. Bon, Hitler n'avait pas grand-chose à reprocher aux juifs, donc ça doit être une mesquinerie quelconque. Mais à ce niveau-là, justement, je voudrais quasiment terminer là-dessus. Par rapport à Rêve de fer, qui à l'époque, on les souvenirs, avait effectivement fait un scandale sans nom, d'autant plus qu'en voile, il y aurait presque une évolution des couvertures à montrer, tant à mon avis qu'en France, aux États-Unis. Bande de dégonflés, ils n'ont même pas osé mettre une couverture. Avec la super couverture toute rouge avec la croix gammée et des noms sur des motos. Très rare. Elle existe? Bien sûr. Ah. J'en ai un, qu'est-ce que tu crois? T'habites où? Tu auras du mal à la trouver. Hein. le truc n'a pas touché les magasins, il faut vraiment coucher. Ah oui, ben non alors. Même j'avais fait la préface. Non, mais Gallimard, bande de dégonflés, quoi. Mais alors que quand tu regardes l'édition originale, c'est quand même... Le grand blanc sur la moto avec la massue, la croix gammée. Ça peut être aussi en voyant culturiste. Sur la moto. Monsieur Mac, oui. Hitler en slip. Mais oui, en... J'allais dire gouvernateur, mais non, là, aujourd'hui, on n'ose plus, tu vois. Mais il y a même eu un article dans l'Express, il y a une quinzaine d'années, qui expliquait que Rêve de fer et Le Maître de Château, donc le chronique dont on a parlé tout à l'heure, étaient des ouvrages révisionnistes et qu'on pouvait les trouver dans toutes les bonnes librairies d'extrême droite. Puisque cet article, je l'ai critiqué plusieurs fois, et il y a au moins un endroit où il a totalement fait. Bon, le fond de l'article, la conclusion est fausse, mais elle part d'un point tout à fait véritable, sur lequel d'ailleurs j'ai eu un échange assez viril un soir avec Spinrad. C'est que, effectivement, Rêve de fer, parce que j'ai eu à faire dans d'autres activités, il y a une vingtaine d'années d'études là-dessus, Rêve de fer est toujours très vendu dans les officines d'extrême droite et très lu. Parce que le problème de l'exercice qu'a fait Spinrad, je pense qu'il ne le souhaitait pas, mais qu'on le veuille ou non, un livre peut être détourné malgré son auteur. C'est que il a effectivement, comme dit Roland, il y a un contenant, il y a une coquille, hein, c'est la couverture, le quatrième de couverture, et puis l'essai de psychanalyste à la fin qui montre bien que Spinrad, pour ceux qui ne connaissent pas, n'est pas un négationniste, n'est pas un élève. Mais au milieu, il y a 120 ou 130 pages qui sont écrites comme si elles étaient écrites de la même manière. Et tout le monde ne fait pas abstraction de ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont lire le roman du milieu exactement comme ils le veulent et comme d'ailleurs l'aurait écrit Spinrad, c'est-à-dire c'est ça qui les intéresse.
Et moi, ce qui m'avait valu, comment dire, un échange assez viril un soir avec Spinrad, parce que c'est toujours très difficile de discuter avec lui, même en anglais. Oui, mais Roland n'est pas objectif sur le programme. C'est que je lui avais dit que je pense qu'il aurait atteint exactement le même objectif en faisant, non pas un roman complet, mais des extraits choisis. Et qu'il n'aurait pas pu être détourné de la même manière. Et ce à quoi il m'avait dit, oui, mais j'en faisais un point d'honneur de vouloir écrire un roman complet de cette manière-là. Mais qu'on le veuille ou non, vous n'empêcherez jamais un lectorat de vouloir aussi lire ce qu'il a envie de lire. Je te parie que ce livre ne sera pas détourné par les anciens de l'OAS et des françaises. Non, mais il y a des malentendus de lecture qui, de la même manière, en terre étrangère d'Heinlein, qui s'est retrouvé propulsé Bible de la contre-culture par les hippies. Juste après Starship Troopers. Juste après Starship Troopers, et en plus, connaissant Heinlein, qui, voilà, on l'imaginait mal en disciple petit lyrique. En gros, crypto-communiste. Ils ont tous essayé, la gloire, mais voilà. Mais voilà, à l'époque, ils ont tous essayé, mais d'autant plus dans les réseaux d'extrême droite qui sont très habitués à faire feu de tout bois, et c'est finalement assez logique que ces bouquins s'en trouvent. D'autant que bon, il y a assez peu d'éditeurs qui fournissent leur rayonnage, donc il faut qu'ils aillent chercher un peu à droite à gauche. Voilà. Ça va me permettre de rebondir par rapport à une autre très bonne œuvre de Roland Wagner, qui est justement HPL, la fameuse biographie, totalement une chronique, dont Howard Philip Lovecraft ne meurt pas à la suite d'un cancer en 1936, se fait opérer un tout petit peu auparavant, et il mourra centenaire en 1991, si je ne dis pas de bêtises. Et où justement tu as eu à expliquer sur, c'est vrai, j'ai le souvenir qu'on en avait discuté la dernière fois qu'on s'est vu, sur le racisme justement propre à Lovecraft. Et généralement on transforme en espèce de super mésillon, pour ainsi dire, scrutant ce qui se passe au niveau de l'Europe, pendant que le fascisme est justement en train de s'étendre. Et où tu m'expliquais que, somme toute, le personnage n'était peut-être pas aussi raciste qu'on pensait, d'autant plus qu'il y avait justement la taille d'un océan et le peu d'infos qui circulaient, on a vu, aux États-Unis par rapport à l'Allemagne nazie et à l'Italie fasciste, donc peut-être aussi de son côté, malheureusement, une romantisation morbide d'une triste réalité que nous vivions de plein fouet. Pour Lovecraft, c'est vraiment très très compliqué et j'ai pas lu suffisamment de lettres de Lovecraft pour être certain à 100% de ce que je dis et des extrapolations que j'ai faites dans le livre de fiction. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est que oui, on trouve Lovecraft exprime son admiration pour Hitler dans les années 20. Notamment à l'époque où Lovecraft habite à New York et écrit des textes en gros sur la racaille étrangère qui déferle sur l'Amérique. Mais je pense que Lovecraft est plus xénophobe que raciste. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense vraiment que sa réaction en apprenant l'existence des camps de la mort, de l'extermination systématique des juifs, des tziganes, bon, pas des homosexuels. Je pense que quelque part, c'est quelque chose qui l'aurait choqué. Parce que et qui lui aurait sans doute donné matière pour écrire, parce que finalement Lovecraft, là où il est le plus grand, c'est quand il exprime le sentiment d'horreur face à ce qui te dépasse, te rend fou, donne envie de gerber. Donc, je pense que sa réaction face à l'horreur des camps de la mort aurait été au moins aussi forte, sinon plus forte, que sa réaction après avoir marché au milieu des Grecs, des Italiens et des Yougoslaves dans les rues de New York. Il a vieilli, les gens changent avec le temps. Ça n'empêche pas qu'il y a effectivement certaines phrases de Lovecraft qui sont assez insoutenables aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que dans les années 20 ou les années 30 en France, même le racisme est institutionnalisé. Il suffit de prendre les numéros des vacances de notre épique et des revues hebdomadaires et de regarder l'humour qu'il y a. C'est quand même un humour à base d'explorateurs dans des marmites avec des cannibales qui font cuire, et des trucs comme ça, quoi. Donc il y a un humour très 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 raciste dans les années 30. Et en France, on a le sommet de ça, c'est pas du
l'apologie de la domination sur l'indigène, c'est l'exposition universelle de 1930 à Paris. C'est quand même une apologie du colonialisme, c'est une apologie du paternalisme. Même chez les opposants, hein, quand on dit en Terre d'Ébène, par exemple, d'Albert Londres, il est réellement un opposant farouche à une certaine forme de colonisation, pas complètement au principe de la colonisation, et ça n'empêche pas de se faire trimballer dans la jungle par quatre mecs qui se cassent le dos. Et pourtant, voilà, tout le reste de la carrière d'Albert Londres est au-dessus de tout soupçon.